Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'avant-match, la rencontre du choc de Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid. On le savait, le Barça et l'Atlético Madrid, ça y est, pendant quelques jours là, ils vont être les meilleurs amis du monde ou les meilleurs ennemis du monde. On verra à l'issue de la fin des 3 matchs. Une chose est sûre, c'est que le Barça, là, s'est acheté, entre guillemets, un peu plus de répit, un peu plus de sérénité avant d'affronter l'Atlético Madrid. En tout cas, pour la dernière ligne droite en Liga, le Barça peut souffler, même s'il y a des jokers. Faut pas non plus s'endormir et penser que c'est totalement plié. Faut faire le boulot parce que je pense que le Real va continuer à jouer parce qu'ils doivent se mettre en confiance, donc ils vont pas non plus balancer la Liga. Bref, on va parler de pas mal de sujets aujourd'hui parce que 2 jours avant le match, je ne pense pas qu'il y ait énormément d'actualité d'ici là, en espérant évidemment qu'il n'y a pas de blessés entre-temps, jusque, voilà, on a eu la nouvelle de l'annonce, de la blessure de Marc Bernal qui sera absent pendant 10 jours. Je trouve que c'est un petit coup dur, c'est pas la catastrophe du siècle, mais ça reste un petit coup dur parce que tu aurais pu compter sur lui. Je pense qu'il aurait été titulaire face à l'Atlético Madrid ce mercredi. J'espère que Frenkie de Jong va vite revenir. Je pense que ce lundi, il va reprendre l'entraînement, mais je pense qu'il sera un peu trop short pour être convoqué ce mercredi. Je trouve que voilà, on gère bien le retour des blessés. On n'a pas beaucoup de chance. Il y a un qui revient, un autre qui se blesse. Mais voilà, Gavi revient bien. Frenkie de Jong va revenir. Donc voilà, Bernal, c'est que 10 jours. Je pense qu'on pourra faire avec ça. De toute façon, on en parlera tout à l'heure dans le 11. Avant de parler de tout ça, je voulais juste revenir sur les réactions, quelques réactions que j'ai eu à voir après la victoire du Barça. Et là, moi, en fait, tu sais pourquoi je reviens sur ce genre de choses, c'est parce que ça concerne en fait les supporters du Barça. Et quand c'est comme ça, j'ai envie de sortir la sulfateuse. Les gars, j'ai l'impression que vous n'apprenez jamais des erreurs du passé, vous n'apprenez jamais les leçons en fait. Les mêmes personnes qui étaient là à nous parler après le match du St. James Park, à nous dire que « Oh, je suis pas content, c'est pas digne du Barça », qu'est-ce qu'on se disait? Qu'est-ce qu'on vous a dit à ce moment-là? On vous a dit que c'est circonstanciel, qu'il faut pas juger l'équipe parce que c'est circonstanciel. C'est un match, on va le ranger dans un contexte bien précis. C'est peut-être les mêmes là qui sont en train de nous fatiguer depuis le coup de sifflet final au Metropolitano à nous dire « Oui, ils étaient à 10 contre 11, on a quand même galéré face à leur équipe B. » Vous voulez quoi en fait à la fin? Vous voulez quoi? Je vous pose la question. Premier degré, vous voulez quoi? Parce que si vous pensez que le Barça va gagner absolument tous ses matchs, 5-0, 4-0, et en plus, on va revenir sur le contexte du match face à l'Atlético Madrid, vous pensez que c'est facile de se déplacer au Metropolitano, même avec une équipe Z au Metropolitano pour jouer un match qui peut sceller la Liga? Faites le parallèle. Le Barça se déplace parfois dans des stades type Alaves ou dans des stades d'équipes de milieu de tableau qui ont des équipes infiniment plus faibles que ceux de l'Atlético qu'ils ont alignés sur la pelouse ce samedi. Et est-ce que le Barça pour autant se balade souvent? Non, c'est pas facile. Parce que c'est pas parce que l'Atlético Madrid a fait tourner justement pour se préserver et arriver au point mercredi que ça veut dire que le Barça va dérouler. Il y a des mecs en face, c'est des internationaux quand même. Tu as Griezmann, tu as Baena, tu as même les Langlais, tu as le Normand. Tu as des joueurs comme Koke au milieu. Vous attendiez à quoi en fait? Parce que le Barça vienne juste parce qu'ils ont fait tourner, ils ont mis Lookman, Alvarez sur le banc, Anchko et tout, là, que le Barça vienne mettre un 5-0. Vous vivez sur quelle planète en fait? Vous vivez sur quelle planète? Et même l'argument d'aller dire ils étaient à 10, on n'a pas su en profiter, mais vous êtes fous ou quoi en fait? Je sais pas, désolé d'être aussi virulent avec ces personnes-là parce que ça m'énerve au bout d'un moment. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois, d'expliquer les mêmes choses à chaque fois. Tu joues encore une fois la Liga. C'est un contexte particulier, la pression elle est là, elle est à son maximum. Vous pensiez que les joueurs du Barça, ils allaient venir détendus, un peu comme les joueurs de l'Atlético Madrid. Eux, ils n'avaient rien à perdre. Hein. Pour eux, c'est un match de préparation avant le match de mercredi. Là. Donc forcément que là, ils arrivent, ils ont mis une cible dans le dos de Pedri pour essayer, je pense, j'espère que c'est pas le cas, mais vu comment les Koke et les Griezmann étaient sur lui, ils avaient l'intention en fait de venir nous faire mal et de jouer à fond avec leur équipe remaniée là. Donc, je sais pas à quoi vous vous attendiez. À ce que l'Atlético Madrid vienne juste parce qu'ils ont aligné une équipe B, qu'ils viennent jouer les mains dans les poches? Jamais de la vie. On a vu Diego Simeone sur la ligne de touche qui célébrait même le carton rouge de Gérard Martin. Ils n'ont rien à jouer en Liga. Ils voulaient juste nous fatiguer. Ils auraient voulu nous voir à 10 pour courir davantage. Vous voyez un peu? Donc, s'il vous plaît, je sais pas dans quel monde vous vivez, de venir nous dire « Ah oui, ils étaient à 10, on n'a pas su réussir à en profiter plus vite. » Mais vous pensez que jouer justement une équipe à 10 comme l'Atlético Madrid, c'est plus facile que de les jouer à 11?
Parce que beaucoup de gens ont cette tendance-là, on se raccourci là de se dire que vu qu'une équipe, elle est à 10, que c'est plus facile de leur marquer des buts. C'est pas toutes les équipes qui sont comme ça. Nous, à 10, c'est difficile de garder un score parce qu'on n'est pas habitué à défendre. Mais une équipe comme l'Atlético Madrid, ils aiment ça. Ça, c'est le cholismo. Ils ne demandent que ça. Limite, là, c'est un peu leur rendre service que de les réduire à 10. Parce que là, ils vont fermer la boutique, ils vont faire ce qu'ils aiment faire le plus. C'est-à-dire leurs premiers amours, rester tout le monde derrière dans leur surface de réparation. Là, ils jouent à 11. Le cholismo, ça a changé. C'est une équipe qui joue au football. En première période, à 11, vous ne vous posez pas la question pourquoi le Barça se procure beaucoup plus d'occasions en première période à 11 qu'en deuxième mi-temps lorsqu'ils sont à 10, malgré leur équipe remaniée encore plus à 10 derrière. Bref, je sais pas, je pensais pas avoir à m'expliquer par rapport à ça, le contexte du match, le caractère événementiel du match qui faisait en sorte que si tu gagnes, c'est quasiment la Liga qui était pliée, tellement de pression autour du Barça qui abordait ce match différemment, contrairement à l'Atlético Madrid, donc forcément que oui, ça n'allait pas être facile, peu importe l'équipe qu'ils alignaient. Ce samedi, l'objectif c'était les 3 points et c'était que les 3 points, peu importe la manière. Tout comme l'objectif au St. James Park c'était de revenir en vie, de ne pas encaisser beaucoup de buts pour justement terminer le boulot à la maison. Et ça sera différent le mercredi au Camp Nou, exactement comme ça sera différent la dernière fois au Camp Nou lorsque le Barça affrontait Newcastle. Tu joues les matchs en fonction d'un contexte. Tu joues à l'extérieur où une équipe comme l'Atlético Madrid vient te presser haut. Justement, en parlant de ça, on va faire la transition pour parler de ce match face à eux, face au même Atlético ce mercredi. Je pense que ça sera totalement différent parce que on le sait tous qu'ils vont aligner une meilleure équipe, forcément. Mais aligner une meilleure équipe ne veut pas forcément dire qu'ils vont jouer encore mieux. Moi, je pense que déjà, ils vont arriver avec l'intention de beaucoup plus défendre que le match en Liga, parce qu'encore une fois, le match en Liga, ils n'ont rien à perdre. Et c'est pas parce qu'ils ont l'intention de ne pas encaisser qu'ils peuvent pas encaisser contre le Barça, ou qu'ils vont pas encaisser contre le Barça, même s'ils alignent une meilleure équipe. Parce que je vous rappelle que la dernière fois qu'ils se sont déplacés au Camp Nou, ils ont aligné une meilleure équipe avec les Lookman, avec les Alvarez, avec les Griezmann, avec toute l'armada. Et pourtant, ils ont mangé un 3-0 et pas loin de se manger un 4-0. Pour une remontada historique. Donc oui, ça sera un contexte différent. Là, ils viennent pas, entre guillemets, pour protéger un score déjà acquis, ils viennent pour essayer de limiter la casse. Donc faut pas non plus penser qu'ils vont venir garer le bus de la première à la dernière minute, même si on les oblige à jouer derrière, si on réussit notre pressing et tout. Je pense que par à-coup, ils vont sortir, ils vont essayer de nous mettre des buts sur contre-attaque et même essayer d'exercer un pressing haut par moment. Je ne pense pas que ça sera le gigabus et ne pas du tout vouloir jouer. C'est pas l'Atlético de Simeone. Encore une fois, c'est une équipe qui a beaucoup changé et contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est une équipe qui encaisse des buts. L'Atlético de Simeone, c'est plus l'Atlético de Simeone de l'époque, qui était ultra solide derrière, à qui c'était quasiment impossible de marquer des buts, même avec la MSN. Aujourd'hui, c'est une équipe qui se définit beaucoup plus par son attaque, quasiment, que par sa défense. Parce que tu regardes son attaque, je pense qu'ils ont encore plus de profondeur que le Barça en attaque. Donc ouais, je pense que c'est un match que le Barça devra aborder différemment. J'ai écouté Eric Garcia à la sortie du match, à l'issue du match de Liga. Il l'a dit, il l'a très bien résumé. Il a dit en fait que le match sera différent, que le match sera un peu plus différent en tout cas qu'au Metropolitano, parce que l'Atlético, ils vont pas venir nous chercher aussi haut qu'ils l'ont fait au Metropolitano. Ça veut pas dire qu'ils viendront pas nous chercher, mais ce sera une équipe un peu plus conservatrice et il faudra en profiter. Et là-dessus, je le dis encore une fois, je m'attends à un visage différent du Barça. Je veux une victoire maîtrisée cette fois-ci, c'est au Camp Nou. Le Camp Nou, depuis les débuts de la saison, c'est une forteresse. Même l'Atlético Madrid y est passé 2 fois. Ça a été 2 défaites, 3-1 et 3-0. On doit continuer sur la même lancée, malgré l'absence de Rafinha. Et ça me fait justement, je vais en profiter pour parler de Monsieur Marcus Rashford, parce que j'ai l'impression en fait que beaucoup de gens ne comprennent pas, n'ont pas compris ce que je voulais dire dans le débrief vis-à-vis de Marcus Rashford. J'ai même été traité d'anti-Rashford, de hater de Rashford. Moi, je comprends plus. Faut savoir. Au début, tout le monde disait que je le défends beaucoup trop. Et là, maintenant, il y a des personnes qui me disent que je suis un anti-Rashford. Faut savoir. Moi, je suis pas là, encore une fois, pour défendre ou attaquer des joueurs. Je dis ce que je pense. Moi, Rashford, je voulais sa signature et je vous l'ai dit. J'ai milité pour sa signature, tout comme j'ai milité pour la signature de Cancelo. Si demain, Cancelo, il fait un mauvais match, je vais le dire. Parce que c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je vois les matchs. Je peux évidemment me tromper, mais c'est mon opinion, c'est mon avis. Donc ça veut pas dire que t'es un anti ou t'es un pro-joueur si tu dis quelque chose en fonction de ce que les gens voulaient entendre ou pas. Moi, je vous le dis encore une fois,
Marcus Rashford, je trouve qu'il a fait un bon match. Je l'ai dit dans le débrief. Bon, ça, je pense que beaucoup ont préféré ne pas l'écouter, mais je le redis. Je trouve qu'il fait globalement un bon match. Dans l'utilisation du ballon, il est pas mal. Il percute, même sur le but qu'il marque. Tu vois que c'est un 1-2 avec Olmo, mais tu vois que son déplacement perturbe le défenseur et le fait tomber par terre. Et c'est ce qui ouvre la porte justement à la passe de Olmo pour qu'il puisse terminer. Mais, je ne peux pas me contenter de ça lorsque je connais Rashford. Peut-être que vous connaissez pas Rashford, mais moi, je connais Rashford. Le Rashford de United est capable de me sortir encore mieux que ça. Dans l'utilisation du ballon, il est capable de percuter encore plus. Là, c'est encourageant, c'est prometteur, c'est peut mieux faire. C'est comme ça que je veux juger en fait sa performance. Je vais pas me contenter de ça et dire ça y est, c'est ça que je veux voir à chaque fois. Ça, c'est pas mal. Sans ballon, je pense qu'il doit faire mieux. Ça, je l'ai dit, il doit faire mieux sans ballon. Lui et Olmo, malgré le fait que les deux ils ont fait un bon match, hein, ça faut le dire. Mais sans ballon, on est beaucoup trop vulnérable face à une équipe comme l'Atlético Madrid qui a des joueurs derrière qui peuvent lancer leurs attaquants directement si on n'exerce pas un bon pressing. De se faire éliminer du pressing et de tout de suite lever la main au ciel ou de baisser la tête et trottiner parce que tu t'es fait éliminer au pressing, ça c'est pas le Barça. Hein. Ça c'est pas le Barça de Flick. Ça. Je pense que même Flick doit s'arracher les cheveux quand il voit ses joueurs faire ça. Donc ouais, je peux kiffer Rashford, je peux dire quand il fait de bonnes choses, je l'ai dit, il a fait encore une fois un bon match, mais il doit encore mieux faire. Il a bien commencé l'intérim par rapport au remplacement de Rafinha. Je trouve que voilà, il faut bien commencer quelque part. Un but décisif, ultra décisif même, et une bonne activité. Mais je suis très exigeant en fait vis-à-vis de Rashford parce que je pense qu'il peut me donner encore mieux que ça. Donc oui, c'est pas mal, mais il doit encore mieux faire. C'est ce que moi j'attends d'un joueur de son calibre, de son niveau. Pour revenir globalement sur ce match-là, la victoire en Liga va donner un boost de confiance énorme au Barça parce que ce que l'Atlético voulait éviter, c'était en fait justement de donner ce boost de confiance au Barça. Parce que imaginez que le Barça perde le match au Metropolitano. Parce que pour les gens qui pensent que oui, juste parce que l'Atlético a fait tourner qu'ils n'avaient pas l'objectif de gagner le match, vous vous trompez. Regardez les duels, ils vont jusqu'à se prendre un rouge. Une équipe qui veut pas gagner un match, vous pensez qu'ils vont rentrer comme ça dans les joueurs du Barça? Non, doucement, quand même, s'il vous plaît. Du coup, je pense qu'il voulait miner la confiance des joueurs du Barça avant de les recevoir ce mercredi. Ça n'a pas marché. Le Barça a gagné. Le Barça est beaucoup plus tranquille et beaucoup plus serein. Peut préparer, je veux dire, cette demi-finale de manière beaucoup plus sereine, sans avoir à stresser pour la Liga, parce que c'est l'objectif de l'Atlético. Ils voulaient, malgré tout, gagner le match. Ça n'a pas été le cas. Donc, ouais, d'un côté comme de l'autre, il y aura, je pense, une sorte de reset. Ils vont venir avec un nouveau mindset ce mercredi, en ayant, en fait, l'esprit beaucoup plus tranquille, parce que l'Atlético, peu importe le résultat du match en Liga, il serait venu dans le même mindset. Le Barça, c'est différent. Si tu avais perdu encore une fois le match face à eux en Liga, là, tu commences à avoir la pression. Même si le Real n'a pas gagné, tu te dis, il reste que 4 points malgré tout. Donc, tu penses à la Liga, tu penses quand même aussi avec des champions, tu penses au match retour. Alors que là, t'arrives beaucoup plus relax. Alors, je dis pas que t'arrives en mode si tu te fais éliminer, c'est pas grave, mais t'arrives au moins avec beaucoup plus de confiance, avec l'assurance de, voilà, même si ça ne se passe pas bien sur la première manche, ben, tu as quand même la deuxième manche et c'est pas non plus, entre guillemets, ta saison qui se joue uniquement sur cette double confrontation-là. Il y a la Liga que tu quasi sécurises et t'as la Ligue des Champions pour laquelle tu vas continuer à te battre. Donc, très bon boost mental, encore une fois, pour le Barça. Et j'aimerais également revenir sur un autre sujet, ben, c'est celui de Pedri. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont habitués à quelque chose de mauvais avec Pedri. Parce que Pedri, il nous a habitués à quelque chose d'irrationnel, d'anormal. Pedri nous a habitués à venir poser des 9.5 sur 10 ou des 10 sur 10 chaque 3 jours. Depuis maintenant l'arrivée de Flick, parce qu'avant Flick, ça lui arrivait, hein, il était toujours bon, mais il n'était pas aussi, en fait, irréel chaque 3 jours. Ce que Pedri fait depuis 2 ans maintenant, là, à chaque fois qu'il joue, c'est du quasiment 10 sur 10. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est anormal. Hein. C'est totalement anormal. Donc nous, on s'est habitués à cet anormal-là. Pour nous, ça, là, c'est ce qui devrait être la norme avec Pedri tous les 3 jours. Ça reste un être humain. Il a le droit de passer à côté d'un match ou 2 matchs. C'est vrai qu'il ne joue pas à son même niveau que durant ces dernières années sur les 2, allez, maximum 2-3 derniers matchs là. Encore, contre Newcastle, il est énorme. Il fait un gros match au match retour au Camp Nou. C'est juste le Rayo et là contre l'Atlético Madrid où il marche pas entre guillemets sur l'eau, où il joue à un niveau humain entre guillemets. Et ça a été assez pour que beaucoup de gens commencent à tirer la sonnette d'alarme. Ah, Pedri, il n'a pas été. J'ai même vu des gens me dire, Pedri, il n'a pas du tout été bon. Je vais vous rappeler quelque chose. Pedri,
Il était absent face au même Atlético Madrid en Copa, dans le même stade. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Barça s'est mangé un 4-0. Un 4-0, le Barça n'arrivait pas à mettre le pied sur le ballon. Le Barça n'avait aucun contrôle. Donc, faut pas non plus, en fait, juste juger Pedri par rapport à ce qu'il apporte avec le ballon. Parce que même avec le ballon et sans ballon, on va en parler, parce qu'avec ballon, ça, c'est sous-côté de fou. Le contrôle qu'il apporte, j'ai vu plein de sorties de balles où c'est lui, par lui que ça passe, et c'est lui qui calme, entre guillemets, le pressing de l'Atlético Madrid. L'Atlético, ils étaient partis pour exercer le même pressing qu'en Copa, hein, pour essayer d'asphyxier le Barça et d'empêcher le Barça d'avancer. Sauf que Pedri était là cette fois-ci. Donc, lorsque je vous parle de rôle avec ballon, rôle un peu de l'ombre, c'est pas parce que voilà, il fait pas ce qu'il fait d'habitude en faisant des choses spectaculaires avec le ballon que il a pas été bon. En fait, je vais juste vous ramener aussi à quelques statistiques par rapport à Pedri, parce que beaucoup de gens, encore une fois, pensent qu'il a fait un mauvais match. Alors déjà, avec ballon, Pedri, tenez-vous bien, c'est 92% de passes réussies dans la moitié de terrain adverse. 92%. Après, vous me direz, oui, en deuxième mi-temps, à 10 contre 11, c'était beaucoup plus simple. Mais il y a 2 passes clés aussi par rapport à ça. Il y a 2 passes clés, ce n'est pas rien. 5 sur 7 transversales réussies. Ça aussi, c'est un jeu, un aspect de son jeu qui est très, très sous-coté. Et là où j'aimerais vous amener, en fait, dans mon analyse, c'est Pedri, sans ballon, c'était 8 récupérations. Oui, vous avez bien entendu, 8 récupérations. Donc ça ne veut pas dire que parce que Pedri n'a pas encore une fois été exceptionnel sans ballon, qu'avec ballon, que sans ballon, il apporte pas grand-chose. Le travail de l'ombre, là, de toujours être là pour couper les lignes de passe, de récupérer les ballons, 8 récupérations, 3 actions défensives, 2 tacles réussis, et regardez s'il vous plaît le nombre de duels remportés, les duels au sol. 8 duels au sol remportés sur 15. C'est ça aussi Pedri. Une interception. C'est ça aussi Pedri. Donc c'est pas que, oui, les passes soyeuses, les dribbles de passer entre 2, entre 3 pour donner des passes décisives. Donc c'est pas, je dis pas encore par là qu'il fait un énorme match, je dis pas qu'il fait un match 9 sur 10, 10 sur 10 comme d'habitude, je trouve qu'il fait un match 6,50, 7 sur 10. Et ça, on parle là sur le baromètre Pedri, hein. L'échelle Pedri. Ça veut pas dire encore une fois qu'il fait un mauvais match. Je dis juste que doucement, faut pas non plus lui tomber dessus parce qu'il n'est pas au niveau auquel vous vous attendez tous les 3 jours, le niveau auquel il nous a habitués, ce niveau d'alien là. Donc voilà, doucement quand même par rapport à Pedri. Moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'il pourra nous sortir des parties d'assaut de fou lorsque le Barça va affronter des équipes comme l'Atlético Madrid justement en Ligue des Champions. Et puis pour le reste de la saison, on a besoin de lui. Heureusement qu'il est là. Si on commence à cracher sur lui parce qu'il ne fait pas des 10 sur 10 à chaque match, je pense que vous ne vous rendez pas compte de la tâche qu'il a actuellement au milieu. En plus, lui, à chaque fois, il y a soit un joueur qui est blessé à côté de lui, il y a un partenaire qui change, il doit jouer, il doit s'adapter par rapport à ça. Donc voilà, doucement quand même par rapport à Pedri. Il y a également le cas Joao Cancelo. Cancelo, en fait, j'ai beaucoup aimé en plus sa déclaration en fin de match, où il dit que lui, il a envie de rester au Barça, mais qu'il doit prouver au Barça qu'il mérite de rester au Barça. Donc ça veut dire que ce mec-là, il n'est pas là pour essayer de, on va dire, se cacher derrière son nom ou essayer de se dire que juste parce qu'il aime le club, le Barça doit le garder. Il sait très bien que ce qu'il a fait par le passé en Angleterre, c'est derrière lui. Ce qu'il a fait même dans d'autres clubs, c'est derrière lui, sa réputation est derrière lui, il doit prouver de nouveau. Là. Il a un stade de sa carrière où il doit prouver pour gagner sa place au Barça. Donc j'aime ce mindset, il sait très bien que c'est pas parce que Baldé est uniquement blessé qu'il joue, il a gagné sa place avant même que Baldé ne se blesse, parce qu'il était titulaire, je me rappelle, avant que Baldé se blesse, et puis il va falloir qu'il démontre en fait à Deco, à la direction, qu'on doit faire un effort, même si c'est un 5 millions pour que Al Hilal le laisse venir au Barça la saison prochaine. Donc moi, en fait, la performance de Cancelo, elle me fait encore plus penser que, justement, le Barça doit aller sur Grimaldo. Regardez, en fait, ce que Cancelo est en train de faire à un poste de base, hein, qui n'est même pas le sien. Il a été essayé... Bah, après, disons qu'il joue sur les 2 postes, donc on peut le considérer comme le sien. Mais Cancelo, c'est un latéral droit. Il a quasiment fait la grande partie de sa carrière en latéral droit. Donc imagine les dégâts que Cancelo pourrait créer à droite avec un Lamine Yamal. S'il joue de manière constante avec le Lamine Yamal là, il pourrait se comprendre techniquement, ça parle le même football. Voilà, donc lorsque je vois Cancelo qui joue à ce niveau-là à gauche, je regarde la saison de Grimaldo, 14 buts, 12 passes décisives pour Grimaldo. On parle d'un latéral gauche, les gars. D'un latéral gauche. Après, vous me direz, oui, peut-être qu'il est piston avec le Bayer Leverkusen. Oui, c'est vrai, il joue comme piston à Leverkusen.
Mais ça n'empêche que Grimaldo, en sélection, il joue comme latéral gauche. Et puis, il a longtemps aussi joué latéral gauche à Benfica. Et même là, au Bayer Leverkusen. Donc, moi, je trouve que ce type-là, lorsqu'on va le ramener, ça va non seulement apporter une concurrence à Baldé. Tu auras deux latéraux en la personne de Grimaldo et Baldé qui vont se tirer vers le haut. Parce que Baldé n'aura plus, en fait, cette zone de confort-là. Moi, je pense que ça pourra même pousser Baldé à progresser. Si à droite, tu as, supposons, Cancelo, Eric Garcia, Jules Koundé, je pense que le côté droit aussi, il est couvert. D'autant plus que Jules Koundé, je pense que tu pourrais le ramener dans une position beaucoup plus axiale pour encore plus étoffer ta défense centrale. Si tu vas chercher un Bastoni, bref, on parlera de Mercato plus tard, mais ce que je veux dire par là, c'est que Cancelo, on voit ce qu'il arrive à faire à gauche. Il n'a même pas besoin d'avoir Rafinha qui lui ouvre des espaces. On voit qu'il a quasiment besoin de personne parfois. Lorsqu'il est sur le côté, là, il se déplace en fonction de ses partenaires et j'aime beaucoup, en fait, ce qu'il apporte sur cette deuxième partie de saison. Il a eu quelques oublis contre Newcastle, sur son deuxième poteau, il a quelques lacunes défensives de marquage. Tu prends Cancelo avec ses qualités, ses défauts, mais je trouve que sous Flick, il correspond beaucoup plus en fait au style de jeu. Tu vois que c'est beaucoup plus défendre en avançant avec lui. Il va beaucoup plus être agressif sur le porteur de balle. Il va aller intercepter les ballons, couper les lignes de passe, plutôt que d'attendre et de défendre en reculant devant sa surface. Il aime pas ça. Et très peu de fois, il va être exposé à ça au Barça, en tout cas sous le Barça de Flick. Bref, très content de sa deuxième partie de saison. J'espère qu'il continuera comme ça et qu'il continuera à assurer, à faire plus qu'assurer en fait l'intérim jusqu'au retour de tout le monde et que lui aussi puisse se reposer. Faut pas l'oublier qu'il enchaîne pas mal. Il était KO à la fin du match contre l'Atlético. Donc ouais, vivement le retour de tout le monde pour qu'il puisse lui aussi souffler un peu plus. Enfin, avant de parler du 11, j'aimerais juste me focaliser sur Lamine Yamal. Beaucoup de gens lui sont tombés dessus par rapport à sa réaction vis-à-vis de Flick à la fin du match. On l'a vu dire à Flick limite voilà, c'est pas, faut parler à, je sais pas, aux autres, ou en tout cas il se plaignait, il était pas content à l'issue du match, il est sorti frustré. Beaucoup de gens disaient voilà, même moi j'étais dans l'incompréhension, je vous mens pas, j'avais pas trop aimé cette attitude là. Et puis j'ai vu derrière que il y a le public de l'Atlético Madrid qui avait eu des chants racistes encore une fois vis-à-vis de lui, qui lui demandait de rentrer au Maroc, ce genre de choses, des trucs déshonorants en mode il est vilain. Pour un gamin de 18 pieds, je sais pas si vous vous rendez compte en fait ce que ça peut faire dans la tête. Donc je sais pas honnêtement si c'est uniquement à cause de ça, parce que si c'était ça, peut-être que Flick l'aurait juste dit en conférence de presse, mais Flick a dit en fait qu'il n'était pas content de sa prestation. Donc je sais pas, peut-être que c'est un mélange de tout, peut-être que c'est un mélange de ça, un mélange du fait que beaucoup de gens me disent que c'est par rapport à Ferran Torres qui gâchait ses actions. Je pense pas que ce soit ça, parce que franchement je pense que ça aurait été disproportionné, mais peut-être que c'est un mélange de plein de choses. Donc avant de tirer des conclusions, attendons quand même de savoir exactement c'est quoi la raison. Mais si c'est à cause des racistes là, qui arrêtent pas depuis le match avec contre l'Égypte la dernière fois, je pense que ça serait temps qu'on commence à se poser des questions, à se remettre en question en tant que société par rapport à la banalisation du racisme en fait dans le football. Et ça, je le dis depuis très longtemps, parce que à chaque fois que tu parles de ça, il y a des gens qui essaient de faire du clubisme même sur un sujet pareil. On a défendu Vinicius, on défendra toutes les personnes de couleur qui sont victimes de racisme. Parce que c'est une cause qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur, pour beaucoup, pour tout le monde. J'espère pour vous aussi, parce que si ça vous tient pas à cœur, j'ai de sérieux problèmes avec vous, la vérité. J'espère que voilà, mentalement, que le club va réussir à l'accompagner dans cette épreuve-là. C'est pas facile au quotidien, je vous le dis. En tant que personne de couleur, c'est pas facile. En tant que noir, c'est pas facile. Donc force à Lamine Yamal, j'espère voilà, qu'il va vite se remettre à l'endroit et que le club, encore une fois, va l'accompagner dans cette épreuve. Maintenant, parlons du 11. Ça, c'était celui qui avait débuté face à l'Atlético Madrid en championnat. Flick a surpris tout le monde, la vérité, parce que personne ne voyait la doublette Fermin-Olmo en faux neuf, et puis surtout Araujo qui avait débuté, Eric Garcia au milieu avec Pedri. Peut-être parce que Bernal n'était pas à 100%, donc il a préféré ne pas forcer Bernal. Mais je pense que au final, Eric Garcia au milieu, honnêtement, j'aime beaucoup. Beaucoup de gens pensent que oui, Eric Garcia au milieu, c'est que pour casser le jeu, mais balle au pied, Eric Garcia, il fait aussi du bien. Il joue simple, mais il joue bien. Donc Araujo, je pense qu'il ne va pas débuter ce match-là, même s'il dit que voilà, il est à 100%. Koundé a joué la fin de match face à eux, l'Atlético Madrid, donc je pense qu'il sera de retour dans le 11. Peut-être qu'il aura que 60 minutes dans les jambes. 60 minutes dans les jambes, je trouve que c'est peut-être suffisant, parce que qu'est-ce que je ferais, moi, si jamais à la fin, tu dois sortir Koundé après 60 minutes de jeu, ça serait de replacer Eric à droite pour donner des minutes de nouveau à Gavi. J'ai beaucoup aimé la rentrée de Gavi contre l'Atlético Madrid. Je pense qu'il monte en puissance, et c'est dans ce type de match-là où il va falloir se battre.
on le sait qu'il sera toujours là. En attaque, honnêtement, j'ai toujours un doute par rapport à ce faux numéro 9 là. Est-ce que Flick l'a fait de manière circonstancielle parce qu'il savait que l'Atlético viendrait nous presser très haut là-bas dans leur stade, ou est-ce qu'il le fait parce qu'il estime que Olmo peut apporter autre chose que tu perds, je veux dire, avec Rafinha dans le déplacement, dans la proposition, dans le surnombre dans certaines zones du terrain? Je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que là, la question va se poser entre Fermin, Olmo, Lewandowski qui a été décisif. Est-ce que c'était pour reposer aussi Lewandowski après la trêve internationale où il a enchaîné 2 matchs de 90 minutes? C'est pas impossible. Donc, je vous mens pas que je suis dans le flou total, le flou complet de vous dire en fait qui débutera. Moi, si vous me posez la question, malgré le très bon match de Olmo en faux numéro 9, je partirais en fait malgré tout avec Lewandowski, quelque chose de peu plus classique en fait, avec Lewandowski au poste de numéro 9 qui va occuper cette défense-là. Pas parce que Olmo ne me satisfait pas, mais surtout parce que malgré les ratés de Fermin, je trouve que la connexion Fermin-Lamine Yamal, c'est une connexion qui marche très bien en fait. Il se trouve les yeux fermés et Fermin, il soulage énormément Lamine Yamal. Parce que si Lamine Yamal réussit à envoyer des caviars ou jouer dans les petits espaces très souvent, c'est parce que Fermin Lopez vient très souvent se proposer en fait à côté de lui. Et il se trouve encore une fois les yeux fermés, Fermin Lopez, Lamine Yamal. Moi je pense que Fermin, s'il était resté sur la pelouse en deuxième mi-temps, il aurait eu un impact. De première période, même si voilà, il concrétise pas ses actions, il aurait pu en plus décaler Rashford au bout d'un moment. Voilà, il génère un volume d'occasion quand il est là assez élevé lui aussi, Fermin Lopez, et son activité elle est juste primordiale. Donc beaucoup de gens disent qu'il a raté son match, il a raté sa mi-temps, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il a été pas mal, même s'il y a eu du déchet. Je trouve que voilà, dans l'apport, dans la proposition, encore une fois, le jeu sans ballon, dans les appels et tout, il est ultra important. Donc Rashford a gagné le droit de continuer, je pense. Pourquoi aussi je ne veux pas Olmo avec Rashford de nouveau, c'est pour le jeu sans ballon. Parce que là, ils auront une meilleure équipe, l'Atlético Madrid. Donc si on ne presse pas bien comme il faut, ben, ils vont nous faire mal. Si on commence à marcher, à trottiner, on a 2 joueurs qui marchent, qui trottinent lorsqu'ils n'ont pas le ballon. Malgré l'état de Lewandowski, je trouve qu'il fournit beaucoup plus d'énergie dans le pressing. On sent qu'il n'a pas envie en fait d'être fustigé parce que c'est lui le plus âgé, donc on estime qu'il va beaucoup plus marcher. Lewandowski, c'est un mec imaginé qui fait plus de pressing que Mbappé. Ça veut tout dire. Donc, je pense que Lewandowski, il pourrait tenir son rang face à eux. Et pour le reste, voilà, je ne change pas grand-chose, comme je vous l'ai dit. Eric au milieu. Et puis, Jules Koundé. Je ne sais pas si, encore une fois, il est en mesure de faire plus que 60 minutes, ça serait déjà pas mal. Et puis voilà, Koubarsi, Gérard Martin en défense centrale, Cancelo à gauche, ça ne bouge pas. Et voilà, moi c'est le 11 que je vois débuter. Dites-moi vous si vous avez un 11 en particulier. Lamine Yamal, je pense qu'il aura Ruggieri cette fois-ci en face de lui. Est-ce que ça sera plus difficile que contre Nico Gonzalez? Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est qu'il a sali et Ruggieri et Nico Gonzalez les 2 dernières fois qu'il les a croisés, l'un en Copa, la dernière fois au Camp Nou, et l'autre en Liga au Metropolitano. Voilà, je pense que Ruggieri, ça reste un latéral naturel. Donc voilà, Lamine Yamal sera un peu plus prudent. Il ne va pas tout le temps foncer sur lui. Il y aura Ruggieri et Anchko. Voilà. Donc on verra. Je veux en fait une victoire. Même une victoire, moi, par un but d'écart, ce que beaucoup de gens ne veulent pas ou redoutent par rapport à ce qui s'est passé contre l'Atleti la dernière fois qu'on les a croisés en Ligue des Champions. Il n'y a plus de but à l'extérieur. Donc voilà, moi, une victoire, je veux dire, ça me satisfait largement. Mais s'ils peuvent aller chercher une victoire avec plus d'un but d'écart en tuant le match et le match aller, moi, j'ai pas peur. Hein, je vous le dis la vérité, j'ai pas peur du match retour chez eux là-bas, au Metropolitano. J'ai confiance en cette équipe-là, malgré l'absence de Rafinha. Je pense que voilà, si tu peux faire le boulot dans ton stade, tu dois le faire et tu es obligé de le faire parce que c'est un match aller. Moi, encore une fois, les formats de match aller-retour, là, match aller chez toi ou à l'extérieur, si t'es fort, t'es fort. On a vu le Paris Saint-Germain, ils ont été forts face à Chelsea dès le match aller, ils ont plié quasiment le match. Donc je veux que le Barça fasse la même chose, je veux que le Barça gagne ce match-là et se rassure aussi en vue du match retour. Donc voilà, vous dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires les amis, on se retrouve pour le débrief juste après le match. À très vite.